Une population de loups, tout le monde sait un petit peu maintenant comment c'est structuré dans l'espace. D'un côté, on a des groupes d'animaux qui sont installés sur un territoire qu'ils défendent, qu'on appelle des meutes. Et puis chaque année, ces meutes produisent des individus surnuméraires qui vont s'en aller coloniser des nouveaux territoires. Sur le front de colonisation, mais là aussi où des meutes sont installées, bien sûr, le premier révélateur de la présence du loup, c'est des attaques sur les troupeaux. Et comme le loup étend son aire de répartition, eh bien en même temps, ça étend la zone sur laquelle il faut arriver à gérer les interactions entre les activités humaines, en l'occurrence l'élevage, et le développement de cette population de loups. En établissant l'ensemble de l'aire de présence du loup, on va pouvoir retracer sa colonisation sur la partie française depuis 1992, au moment de sa première installation. On va voir qu'il va coloniser à la fois vers le nord et sur le massif central pour aller jusque dans les Pyrénées. 2007-2008, l'ensemble des Alpes, ou quasiment, est colonisé par le loup. Et à partir de 2011, on voit apparaître une nouvelle ère de colonisation avec l'installation ici d'une meute dans les Vosges, où elle vient d'être détectée reproductrice pour la première année en 2013. Voilà l'ère de présence du loup sur l'Europe occidentale, avec la continuité de la population italienne qui aujourd'hui occupe la quasi-totalité des Alpes jusqu'en Suisse, en Autriche, voire jusqu'en Slovénie. Là, il y a un rapprochement des populations balkaniques et alpines. Et puis la séparation avec la population espagnole qui est encore sur la partie ouest de l'Espagne. Le loup, c'est quand même une espèce un peu particulière parce que finalement, c'est des animaux qui vivent dans des immensités qui ne sont pas facilement prospectables. Donc, dans l'idéal, il faudrait être très très nombreux pour arriver à avoir quelque chance de détecter ces animaux. Et l'idée qu'on a eue, c'est de mettre en place une espèce de réseau de partenaires qui sont des gens qui viennent de tous horizons. Il peut y avoir des chasseurs, des naturalistes, des forestiers, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est qu'ils acceptent tous de travailler un peu de la même manière, de bien utiliser les méthodes qu'on leur explique pendant un petit stage de 2-3 jours. Et après, c'est eux qui en fait vont être nos yeux et nos oreilles sur le terrain, et nous, on va juste être là pour mettre ça en musique, et essayer de faire en sorte qu'ils soient bien distribués dans l'espace, tous ces correspondants de terrain. Vous retenez bien à l'esprit cette démarche, on arrive, on part d'en haut, on examine, on s'approche un peu plus, on arrive à déterminer la cause de mortalité, on avance encore un peu plus, on a des éléments qui disent effectivement il y a prédation, et on continue d'avancer pour récolter les éléments techniques en matière de responsabilité. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce grand prédateur. Je voulais avoir une approche, disons, un peu plus scientifique, voire plus rationnelle sur ce phénomène de la présence du loup. J'ai décidé donc de suivre le stage organisé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce sera une plus-value pour le pays et puis pour moi, puisque je suis un passionné donc, de faune et de flore et étant chasseur moi-même. C'est le troisième. Pour le parc des Monts d'Ardèche, c'est important d'être présent, d'avoir du personnel qui soit formé lors des sessions qui soient organisées par l'Office national de la chasse, puisque le territoire du parc constitue un front de colonisation pour l'espèce. Et il est vraiment important pour nous de pouvoir anticiper la présence de l'espèce, de pouvoir préparer au mieux les différents acteurs locaux à cette question. Ce réseau de correspondants qu'on appelle le réseau Grand Carnivore Loup Lynx, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Parce que d'abord c'est unique en France, il n'y a pas d'autre espèce sauvage qui est suivie avec ce type de méthode, principalement par sa composition. On a là des gens d'horizons très différents, en tout cas c'est des gens qui ont tous un regard un peu différent sur le sujet de la présence du loup. On ne leur demande pas de le changer d'ailleurs, tout ce qu'on leur demande c'est d'appliquer de manière rigoureuse, tous de la même manière, les mêmes méthodes. Et c'est grâce à cette complémentarité des profils qu'on a finalement une grande efficacité. Et c'est ça aussi le réseau de correspondants. C'est grâce à eux qu'on arrive à fournir à l'État des éléments de diagnostic pertinents sur cette population de loups. Là, il y en a deux belles aussi. Alors en longueur, dans les 10, 10 et demi. Et en largeur, dans les 9 et demi, 10. Et c'est là, c'est la cinquième. Ce stage, ça m'a intéressé parce que c'est quand même... c'est juste pour apprendre un animal hyper complexe, un mode de vie. Alors au plus on s'y intéresse, au plus on se pose de questions. Et du coup, je me suis dit que ce stage, ça allait peut-être me permettre d'apprendre des choses, de partager aussi des expériences. Et c'est vraiment important pour avancer.
Un des gros inconvénients que présente cette espèce, c'est qu'en fait, c'est un canidé, donc ça ressemble déjà à un gros chien. Donc il y a toute une catégorie d'indices de présence qu'on va trouver sur le terrain, qui sont les observations visuelles, pour lesquelles il va falloir mettre en œuvre un peu une analyse rigoureuse pour être sûr de savoir si oui ou non on a affaire à un loup. Et par exemple, les empreintes dans la neige, une empreinte de loup, c'est quasiment comme une empreinte de chien. Finalement, il y a des loups avec des grosses pattes, des loups avec des petites pattes, et c'est comme des chiens. Souvent, ils marchent, c'est ce qu'on appelle marcher à la queue leu-leu. À la queue leu-leu, ça veut dire à la queue le loup, les uns derrière les autres. Les loups ont tendance quand même à étirer, ils ont des grandes pattes. C'est un peu des coureurs de fond, hein. Ils s'habituent assez facilement à parcourir des très très grandes distances. Donc en mesurant toutes ces choses-là, on va arriver à trier avec une relative confiance ce qu'on peut vraiment attribuer à du loup et ce qu'il faut mieux vraiment rejeter et considérer comme du chien. Toujours de nuit quand même. Hein. Là, je vois rien. Là, tu vois mieux. Ça va, là. C'est un goupil, c'est un renard. Ah, c'est un renard. Le suivi des traces dans la neige, à ses limites, là, on a vu qu'il y avait au moins 2 loups, mais on ne peut pas dire exactement le nombre de la meute. C'est la raison pour laquelle on met ce genre de dispositif, ce genre d'appareil, là, sur un passage que les loups risquent d'emprunter. Comme ça, on aura, avec un petit peu de chance, le groupe entier, quoi. Ça, c'est un nouveau groupe détecté depuis cet été aussi. Ouais, on a la vidéo. D'accord. Faite par le service départemental 04 là. Il avait trouvé une concentration de crottes et un peu des allers-retours qui allaient ici, et donc il a mis un piège photo et il a ça. Et donc là, on a les louveteaux au mois de septembre. On est sûr du statut du groupe, quoi. C'est bien une meute reproductrice. L'impact du loup sur les troupeaux domestiques est relativement fréquent à l'échelle des Alpes, notamment dans toutes les zones de présence permanente. À chaque victime suspectée de prédation a lieu un constat d'attaque au troupeau domestique qui est basé sur les mêmes procédures et les mêmes relevés techniques sur l'ensemble de la France. En fait, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a reçu mission de la part du ministère chargé de l'environnement de faire assurer par ses agents sur le terrain l'estimation des dégâts occasionnés par les loups. Ils sont tombés. Pas plutôt Le constat d'attaque sur les troupeaux domestiques va consister à bien dissocier 3 parties. La première, c'est un entretien avec l'éleveur ou le berger, en l'occurrence, savoir ce qu'il a vu ou entendu au moment de l'attaque et ce qu'il a découvert après, en nombre de victimes et en catégorie de victimes. Et ensuite, de relever tous les critères de morsure dans un premier temps, notamment les morsures au cou, par une levée de la peau sur chaque bête. Et la deuxième partie sur le relevé de la consommation. Donc toute la difficulté en général sur la consommation réside à faire la part entre la consommation par les charognards, donc consommation secondaire, et la consommation par les loups, si ce sont les loups qui ont attaqué les brebis. Donc là, on gagne en éléments, on en profite pour regarder s'il n'y a pas quelques poils qui traînent sur le dessus des côtes. Le constat de dommage va être rempli avec un formulaire adéquat. Il va nous renseigner ainsi sur l'ensemble de la mise à mort de l'animal, par quoi elle a été mise à mort. Et ensuite, ce constat sera envoyé à la DDT qui disposera ainsi de tous les éléments pour pouvoir instruire ce constat sur le plan de l'indemnisation notamment. Moi j'ai le constat, pas d'indice de présence relevé. Donc les 2 victimes avec des traces de morsure accompagnées d'hématomes, avec des traces de sang de lutte à proximité. Les dossiers, une fois vérifiés par l'administration préfectorale, sont retournés à l'office de façon à ce que leur règlement auprès des éleveurs soit assuré. Il y a des petits bouts d'os dedans, il y a du poil d'ondulé. Il doit dater un petit peu, mais on va quand même la prendre parce qu'avec ça, on pourra peut-être sortir une signature génétique individuelle et voir si c'est un animal qu'on a déjà détecté ailleurs ou pas. On sait faire du typage ADN et donc retrouver les animaux qui ont déposé cette crotte et les suivre à la trace au fil du territoire. Après, on pourra regarder un peu ce qu'il y a comme reste alimentaire à l'intérieur et voir ce que l'animal a consommé. Très souvent, c'est de l'ongulé sauvage, bien sûr, hein, c'est surtout en hiver, quand les moutons sont plus dehors. Ah bah tiens, là il y a un cerf qui est venu se reposer un peu là. Il vaudra le coup de voir si on retrouve ça dans le régime alimentaire. L'État français a besoin d'avoir des renseignements sur combien il y en a, où est-ce qu'ils sont,
Est-ce qu'ils se développent ou est-ce qu'ils se développent pas? Est-ce qu'il y a des groupes de loups installés? Est-ce que c'est des meutes? Est-ce qu'elles se reproduisent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Bon, évidemment, ils sont carnivores, donc on se doute qu'ils vont manger de la viande. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut être capable de documenter s'ils mangent plutôt des ongulés sauvages, plutôt des ongulés domestiques. On se trouve face à un reste de chevreuil qui visiblement a été largement surconsommé par les charognards, puisqu'on n'a plus qu'un morceau du cou, la tête. On va quand même essayer de voir au niveau du cou s'il y a des morsures associées aux hématomes. Quelque chose qui nous renseigne sur le fait que l'animal était bien vivant quand il a été mordu. Donc là, on n'a pas de sang, on n'a pas d'hématomes, les chairs sont pas mâchées, il n'y a pas de traces de pénétration des crocs. On n'a rien pour dire que c'est le loup, on n'a rien pour être sûr que c'est pas le loup. Ça s'appelle de l'invérifiable. Pas assez d'informations disponibles. On utilise la technique du hurlement provoqué, notamment quand arrive le soir. On peut avoir des réponses de loups, simplement parce qu'ils répondent à la sollicitation qu'on leur donne. C'est une façon de marquer le territoire. Et donc nous, ça nous indique à la fois leur position, rarement leur nombre, parce qu'on ne sait pas s'ils hurlent tous. Ça permet déjà de cibler les cœurs de territoire, notamment pendant la période estivale, où il y a possibilité de trouver les petits qui hurlent différemment, et donc on peut les reconnaître à leur voix. Du point de vue de la situation de la population de loups en France, on pourrait presque dire que c'est pas si original que ça finalement. Ça fait maintenant une trentaine d'années, on va dire une quarantaine d'années, qu'un peu partout en Europe de l'Ouest, les différentes populations de loups sont en train de se reconstituer, de regonfler leurs effectifs, d'augmenter leur aire de répartition. Ça, c'est le résultat avant tout du changement de statut juridique de l'espèce, qui avant a été une espèce quasiment classée nuisible et qui maintenant est une espèce protégée. C'est le résultat aussi du fait qu'on a pas mal de changements dans la nature qui nous entoure, le retour des forêts et puis des habitants des forêts qui sont les ongulés sauvages. C'est ça les facteurs qui font que le loup revient un petit peu partout. Et ce qu'on observe en France, c'est quasiment jamais que ce qui est observé ailleurs, un peu partout pareil ailleurs finalement.